Bonsoir et bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'émission Qui dit mieux, présentée par votre animateur Jean-Pierre Okito. Aujourd'hui, j'ai comme l'habitude d'avoir un analyste spécialiste consultant en politique. J'ai avec moi M. Yves Kenao, qui a fait de ce métier une quête que je dirais inlassable. Monsieur Yves Kenao est à la recherche de certaines solutions et résolutions pour des pays africains qui aujourd'hui cherchent à sortir de la misère politique, de la misère sociale. Alors, monsieur Yves Kenao, bonsoir et bonjour chez vous. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça fait vraiment très longtemps que on ne vous a plus vu dans cette émission Qui dit mieux. Et aujourd'hui, je crois qu'il sera question de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, M. Yves ne jouera aucun rôle pour la simple bonne raison que le problème de la République démocratique du Congo est un problème carrément complexe et très confus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Yves Kenao ne jouera aucun rôle, ni d'aucun politicien du Congo, et ni même du président actuel de l'État du Congo. Alors, M. Yves Kenao, la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous en pensez en général? Jean-Pierre, merci. Merci pour l'invitation. Et encore une fois, si tu ne m'as pas vu un bout de temps dans cette émission, c'est justement parce que j'étais en train de faire des recherches, j'étais en train de travailler pour venir ici avec des solutions que je proposerai et que je vais proposer à mes frères et sœurs de la République démocratique de Congo. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais présenter toutes mes condoléances au peuple congolais. Et je m'incline donc devant toutes ces victimes que ce pays a connues durant ces dernières années, surtout durant ces dernières semaines. Ces victimes qui ne voulaient que voir leur pays, voir leur population, leurs frères et leurs sœurs vivre librement dans un Congo plus grand que l'humanité, dans un Congo qui égorge toute l'humanité. Parce que tout ce que vous cherchez sur cette terre se trouve dans ce pays. Un Congo qui est en même temps le revolver de Franck Fanon. Et si le développement de l'Afrique doit démarrer, ce développement ne démarrera qu'à partir de ce pays, de ce Congo. De ce Congo, surtout avec sa richesse culturelle, avec sa richesse minière, avec toutes les variétés que vous pouvez trouver sur cette terre, vous les retrouvez dans ce beau pays de l'Afrique centrale, dans un beau pays qui a presque à lui seul la moitié du continent africain. Et c'est de ça, cette image-là, cette idée-là que je me fais de ce Congo que j'aimais tant, de Congo qui m'a fait danser et que j'aimerais que ce même Congo me fasse danser dans les prochaines années. Merci pour ces belles paroles de cœur, que je dirais, M. Yves Kenao. Alors, dans le vif du sujet, je crois d'après mes recherches, qu'en Afrique centrale, il n'y a pas eu un pays qui a connu une déstabilisation pendant au moins 15 ans d'affilée, sans jamais trouver la paix. Comment vous expliquez cela, M. Yves Kenao? Voilà, c'est très simple. La déstabilisation des pays varie d'un pays à un autre selon les richesses de ces pays. Vous prenez des pays pauvres, ces pays ne souffrent de rien. Vous comprenez? Et c'est toujours dans les pays riches qu'il y a toujours déstabilisation parce que les intérêts qui sont en jeu sont tellement grands que l'étranger veut avoir son œil dedans. Ah, mais avec Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir, le Congo, bien sûr, vivait dans une certaine quiétude, une certaine paix. Mais aujourd'hui, depuis le départ de M. Mobutu, le Congo ne dort plus, si on peut le dire.
Les Congolais ne dorment plus. Voilà, vous savez... Ça fait de cela maintenant, ça fait au moins 15 ans qu'ils ne dorment plus. Vous voyez, certains vous diraient que vous êtes en train de faire l'éloge, ou soit vous avez la nostalgie de Mobutu, ce qui n'est pas le cas. Hein? Certains vous diraient que vous avez la nostalgie de Mobutu, mais c'est une triste réalité, parce que vous savez, il y a des gens qui ont un certain charismatisme sur les pays. Et il y a d'autres qui sont imposés par les zones de l'extérieur. Quand je dis cela, j'en reviendrai en détail. Prenez le cas par exemple de Mobutu. Mobutu avait une même mise sur le pays. Donc les mauvais, les bad guys, les mauvais types ne se faisaient pas voir. Mais maintenant il s'est fait que le même Congo qui devrait être libre, et c'est là encore que je n'ai pas compris comment la Congolais peut faire la guerre pour chasser un dictateur, et maintenant il se laisse imposer par quelqu'un de l'extérieur. Et c'est justement ça qui fait cette instabilité de Congo-Kinshasa. Ça, je vous le dis. Parce que si c'était les Congolais eux-mêmes qui dirigeaient leur pays, ceci n'arriverait pas. À l'heure actuelle, il y a des frictions, il y a des séparations, il y a des divisions. Les uns se demandent, faudrait-il être du côté de ceux-là qui sont venus de l'extérieur nous libérer? Les autres diraient, oh non, nous sommes des autochtones, nous devons être autochtones. Certains encore se disent, oh, qu'est-ce que je dois faire dans tout ça là? Vous voyez? Donc le Congo se trouve, moi je dirais, à la croisée de chemin. Le Congo se trouve à la croisée de chemin. Le Congo s'embrouille, se cherche et s'embrouille. Parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a réellement pas un leader. Est-ce que, M. Yves Kenao, est-ce qu'on pourrait dire que ce qui arrive au Congo, aux Congolais, est uniquement de leur propre faute? Oui, historiquement, on peut le dire. Historiquement, on peut le dire. Et ce n'est pas seulement le cas du Congo. Vous permettez quand même que je prenne un peu de temps pour expliquer aux téléspectateurs ce que je dis historiquement. Ça peut s'expliquer que c'est de leur faute. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pays africains que je peux citer. Des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Gabon, des pays comme le Congo-Brazzaville, des pays comme le Congo-Kinshasa. C'était des pays, avant les indépendances, durant la colonisation et avant les indépendances, c'était des pays prospères. Qu'est-ce que je voulais dire prospères? Vous, autochtones, jeunes autochtones, vous n'avez pas besoin de faire de grandes études pour avoir un grand poste. Et même les responsables politiques encourageaient l'émigration pour que les étrangers fassent le travail et que les enfants autochtones soient les grands maîtres. Ça s'explique. Donc il s'est fait que, au lieu que les jeunes de ces pays fassent de longues études, ils ne trouvaient pas la nécessité. Et ça, je comprends. Je serai à leur place, à leur époque, que je ferai la même chose parce que je n'ai pas besoin de faire de grandes études pour gagner un grand poste. Ben, après, les choses ont commencé par se compliquer. Et il se faisait qu'au même moment, c'est seuls ceux qui avaient immigré qui envoyaient leurs enfants à l'école parce qu'ils se disaient qu'ils ne sont pas du pays. Il faudrait alors que leurs enfants fassent de grandes études pour combler le vide. Mais il s'est fait que progressivement, il n'y avait pas eu de relève. Et cette relève-là est restée au niveau seulement des enfants de ceux-là qui ont immigré. Aujourd'hui, la vache n'est plus grasse. Les choses sont devenues difficiles. Et les jeunes de ces pays-là sont maintenant instruits. Or, les grands politiciens gradés sont les enfants des émigrés du temps colonial ou de l'époque de la décolonisation. Maintenant, il se fait que nous autres, nous sommes arrivés, diplômés, de grands diplômes, mais ceux-là ont déjà occupé l'administration. Il n'y a qu'une possibilité, c'est ça que historiquement ça s'appelle. Ce n'est pas seulement au niveau du Congo. Et si au début leurs parents savaient que cette situation allait se passer, je vous dis que les Congolais, les Ivoiriens, tout ce monde-là. Et ce n'est pas seulement à ces pays-là. Ce problème se pose aujourd'hui, même pour les pays occidentaux tels que la France, les États-Unis, où
Les gens pensent qu'ils sont des autochtones. Bon, ils n'ont pas besoin de faire de grands efforts pour gagner, qu'ils ont des avantages. Est-ce que la façon dont vous expliquez, est-ce que cela pourrait expliciter, on pourrait dire que le Congolais, ou bien le peuple congolais est un peuple naïf? Non, il faut expliquer, il faut prendre les choses dans leur contexte. En ce moment, ce n'était pas la nécessité. Il n'y avait pas nécessité pour les autochtones de faire de grandes études. Il n'y avait pas de nécessité. Mais justement, aujourd'hui, il y a nécessité. Et il y a manque, on dirait. Non, aujourd'hui, il y a surplus. Il y a surplus. Il y a surplus d'intellectuels, mais les postes sont occupés par les vieux intellectuels, qui sont les enfants des émigrés. Vous comprenez ce que je dis? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire sauter tous? Vous ne pouvez pas les faire sauter tous, puisque vous voulez aussi un état de droit. Les Congolais, le peuple, le monde entier veut un état de droit. Vous ne pouvez pas les faire sauter. Même si vous les sautez, vous n'allez pas arracher ce qu'ils ont dans leur tête. Je vous dis ça. Aujourd'hui, prenez bien. Tout le peuple, tout le Congo, toute l'administration congolaise, vous n'allez pas avoir un 100% congolais. Au temps de Mobutu, c'était ça le problème. Mais Mobutu n'expliquait pas au peuple congolais que c'était son problème. Mobutu n'arrivait pas à trouver des jeunes ou bien des cadres 100% avec de grands diplômes. Quand il voit, ce sont des Rwandais. Puisque les Rwandais étaient à peu près les demi, les dirty jobs, ceux qui faisaient les dirty jobs. Vous comprenez? Ceux qui faisaient les dirty jobs, eux, ils n'avaient pas voulu que les enfants soient dans leurs conditions, donc ils les ont envoyés à l'école, sachant bien que le jeune Congolais qui sort avec un diplôme moyen a un avantage. Ils ont demandé à leurs enfants de faire le double. Maintenant, quand tout le monde a grandi, Mobutu s'est retrouvé dans une position où il voulait envoyer des gens qui ont des doctorats, mais il n'a que des Rwandais. Mais il n'a jamais dit que c'était des Rwandais. Il les a qualifiés de Congolais. D'accord, monsieur Yves Kenao. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Gabon. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'attendre que ceux-là partent à la retraite. Je ne parle pas nécessairement des politiciens, hein. Je parle de ceux-là qui occupent les grands postes ailleurs, les étrangers là qui occupent les grands postes. Qu'ils partent, les autochtones congolais, bien éduqués, avec de grands diplômes, dans de grandes spécialisations, puissent les remplacer progressivement. Et ça va arriver. C'est là que je dis, avant d'arriver dans mes solutions, c'est là que je dis que je demande au peuple congolais de prendre son mal, comme on dit ça, de garder patience. Et que ceux-là partiront à la retraite, les jeunes Congolais, gradés, diplômés, dans beaucoup de spécialités, reprendront la relève. Et le Congo sera Congo. Alors, monsieur Yves Kenao, aujourd'hui, le Congo arrive à la phase où il doit y avoir un changement de pouvoir dans le pays. Mais voilà, il y a des problèmes, comme vous le savez, dans tous les pays africains, où il y a le problème de la constitution qui n'est jamais respectée, qui est toujours manipulée ou contournée. Voilà le cas du Congo. Le président Kabila, aujourd'hui, veut un dialogue avec les opposants ou la classe politique. Mais le peuple congolais se demande pourquoi ce dialogue? Pourquoi il faut absolument un dialogue avec un président sortant? Non, vous pouvez avoir un dialogue avec un président sortant, si ce président est de bonne foi. Vous pouvez avoir un dialogue avec un président sortant si le président est de bonne foi. Mais moi, la question que je pose, quand je fais mes analyses, mes recherches, mes analyses, je me suis posé la question, les Congolais vont au dialogue pour aboutir à quoi? C'est cela la grande question, en fait. Si c'est pour amuser la galerie, qu'on arrête le massacre. Tout de suite. Et économiser 5 millions de francs CFA ou de dollars qu'on va encore gaspiller pour dire qu'on fait telle assise, on fait ceci, on fait cela, on paie les perdièmes des délégués, qu'on arrête tout ça. Si c'est juste pour amuser la galerie, parce qu'un dialogue, c'est pour aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que l'opposition congolaise veut? C'est le départ pur et simple de M. Kabila. Et qu'est-ce que M. Kabila veut? C'est de se maintenir au pouvoir. Alors comment pouvez-vous réconcilier les deux camps? Or, un dialogue, c'est pour arriver à un consensus.
Et dans ce cas, vous pensez qu'il ne peut pas avoir un consensus? Il ne peut jamais avoir un consensus. Parce que ce sont deux choses diamétralement opposées. Le départ et rester, ce sont deux choses contradictoires. Alors, est-ce qu'il y aura élection dans ce pays? Il y aura élection. Il y aura nécessairement élection. C'est là, avec c'est là Kabila? avec Kabila ou sans Kabila, il y aura élection. Parce qu'il n'y aura jamais un vide constitutionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que le président est le garant de la continuité. Quand on dit vide constitutionnel, c'est-à-dire continuité de l'État. C'est l'une des raisons pour laquelle, en tant que garant, il est le garant de la continuité de l'État. C'est l'une des raisons pour laquelle, en tant que garant, il se dit qu'il convoque un dialogue. C'est ce que je vous dis, le dialogue là. Et puis, écoutez, je ne voudrais pas donner l'impression aux téléspectateurs que je voudrais une position extrémiste de la part de l'opposition congolaise. Non. Vous ne voulez pas de quelqu'un. Pourquoi dialoguer avec lui? Je vous pose la question. Vous êtes journaliste, vous ne voulez pas un métier, vous ne voulez pas travailler pour une station de télévision. Pourquoi vous dialoguez avec cette station de télévision? Pour aboutir à quoi? Peut-être pour changer le contrat à mon avantage. Oh, ok. Sachant bien que le directeur de cette télévision ne changera jamais le contrat à votre avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kabila n'acceptera jamais quitter le pouvoir. Pourquoi il dialogue? Dites-moi. Bon, vous m'excusez, je ne voudrais pas que... Est-ce que c'est une... C'est accepter un dialogue, est-ce que c'est une stupidité de la part des Congolais? Accepter un dialogue, vous voudrez dire que vous avez capitulé déjà. Accepter un dialogue, ça veut dire que vous avez capitulé. Bon, alors avec un grand opposant reconnu qui est M. Étienne Tshisekedi, qui a justement convergé dans ce sens, vous pensez que M. Tshisekedi est en train de capituler? Il a déjà capitulé. M. Tshisekedi, moi personnellement, et vous me permettez quand même de le dire, il est de la vieille école. Ok? Il est de la vieille école et c'est l'habitude de la vieille école. Manger avec les deux mains. C'est fort ça. Oui, manger avec les deux mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous dites, oh, je suis de l'opposition. On vous accepte de ce côté. Au même moment, vous êtes du parti au pouvoir. Vous prenez des sous, des financements de l'autre côté. Et vous vous faites opposant. Et c'est ce que j'appelle du vagabondage politique. Ça, c'est du vagabondage politique. Vous ne savez pas là où vous êtes. Vous n'avez pas de principe. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est lui. Il va à ce dialogue. Pour aboutir à quoi? Ils disent que c'est pour aboutir au départ de M. Kabila dans une quiétude. Comment? Si M. Kabila voulait quitter dans une quiétude, il l'aurait déjà quitté. De lui-même. De lui-même. C'est pas M. Tshisekedi qui va lui faire revenir sur le bon sens. Si tout un peuple n'a pas pu convaincre M. Kabila que c'est une bonne chose de quitter de lui-même, ce n'est pas M. Étienne Tshisekedi qui va le faire. Il n'a pas cette capacité-là. Ce n'est pas qu'il n'a pas cette capacité-là. Ça, c'est-à-dire que c'est une malhonnêteté intellectuelle et politique. C'est ce que je dis, vagabondage, ce sont des vagabonds politiques. Alors, ceux de l'autre côté de la diaspora, qui sont des résistants, ceux qui sont, je ne dirais pas derrière M. Honoré Ngwanda, de la résistance, eux pensent plutôt qu'il faudrait une révolution pure et simple. Et qu'ils sont certains que M. Kabila ne quittera pas le pouvoir de Guetté. De quelle révolution? Encore, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Je ne veux pas que le peuple congolais verse encore le sang pour un rien. Je ne veux pas cette démocratie, cette révolution de façade. Non. Que ce soit la révolution de l'Égypte, la révolution de Burkina Faso, la révolution de... Je ne parle pas de ces révolutions. Ce ne sont pas des révolutions. Ce sont des révolutions de façade. Ce sont de fake révolutions, comme l'anglais le dit. Alors, de quelle révolution vous voulez que les Congolais fassent? La vraie révolution, la vraie révolution. C'est quoi la vraie révolution, c'est d'abord de savoir ce qu'on cherche avant de commencer. Je crois qu'il clame tout haut qu'il cherche le départ absolu de M. Kabila. Le départ absolu, qu'est-ce que ça veut dire départ absolu? C'est vague.
Qu'est-ce que ça veut dire départ absolu? C'est vague. Bon, ils disent que M. Kabila doit partir avec toute sa corps, toute l'occupation rwandaise. Je vous demande que c'est vague, monsieur le journaliste, quand vous dites que votre objectif, c'est le départ de choses de M. Kabila, ça veut dire que vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas un plan. C'est-à-dire que si M. Kabila part aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si maintenant, les patrons de Kabila disent, quand on veut, les gars demandent ton départ, on fait partir Kabila et on met un autre. C'est toujours un départ de Kabila. Oui, mais je crois que dans leur langage... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient spécifiques. Ils sont spécifiques, ils disent qu'il faut que M. Kabila parte avec toute la cohorte rwandaise. Je ne refuse pas. C'est pas si spécifique. On vous replace quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que l'opposition congolaise devrait dire, pur et simple. Nous voulons que le peuple, que la direction du peuple congolais revienne dans la main des Congolais. Point tiré. Bon, c'est un peu exactement ce qu'ils disent. Hein. C'est pas ça. Parce que si demain les patrons vous replacez un autre Rwandais, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, écoutez... bon, on ne va pas... voilà, on continue. Ouais. Donc, c'est pour te dire que d'abord, cette révolution doit commencer par des choses spécifiques. Telles que nous voulons que la présidence de Congo soit à la direction des Congolais. Que la direction et la gestion des biens de Congo soit à la direction des Congolais. Point tiré. Et maintenant, le peuple est situé sur exactement ce que vous voulez faire, ce que vous cherchez. Et maintenant, cherchez les voies et moyens. Comment nous allons le faire? Et comment il faut le faire? Il faut marcher. Quand je dis marcher, c'est qu'il faut être déterminé. C'est-à-dire qu'un peut mourir, deux peuvent mourir, trois peuvent mourir. Tous ne peuvent pas mourir. Et à la fin, celui qui tue comprendra que même les soldats qui tirent finiront par dire non, trop c'est trop. Ils vont reculer, ils vont cesser de tirer. Qui va accepter de... Voilà. Vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser l'œuf. Et vous ne voulez pas vouloir le pouvoir sans faire des sacrifices. Le pouvoir s'arrache, comme Sankara l'a dit. Ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Les Congolais doivent arracher le pouvoir, s'ils veulent. Mais rester à l'extérieur, rester à Kinshasa, dans des maisons climatisées, dans des voitures climatisées, pour parler, nous voulons que Kabila parte. Kabila ne partira pas dans ces conditions. Vous devez l'arracher. Allez le chercher. Les Congolais, hey, vous Congolais, vous devez aller chercher ce pouvoir, si vous le voulez. C'est comme vous aimez une femme. Vous ne voulez pas vous battre pour l'arracher et vous dites toujours que vous l'aimez. Battez-vous si vous aimez votre Congo et arrachez-le. Alors, comment est-ce que vous pensez que M. Kabila va-t-il s'y prendre pour rester au pouvoir? Puisque, d'après la Constitution, il ne peut pas aller aux élections, il doit céder, il ne peut pas être candidat. On ne voit pas comment il va s'y prendre, si ce n'est peut-être que par les armes, mais je pense qu'au XXIe siècle, s'y prendre encore par les armes tel que fait le président Nkurunziza, je crois que ça ne marchera plus. Mais comment vous dites que ça ne marchera plus? Le gars, il est président ou pas? Et Pierre Nkurunziza, il est toujours président. Même si il y a des troubles, il est toujours président. Et vous pensez que M. Kabila accepte de rester? Vous voyez, je vous ai toujours dit, toi, j'ai la chance de discuter avec toi, et je t'ai toujours dit que les oppositions en Afrique doivent changer leur manière de voir les choses. Tu comprends? Les gens pensent que la manière dont ils pensent, c'est comme ça, les autres au pouvoir pensent. Non! Les autres au pouvoir pensent 1000 fois vite. Faster. Ah oui, et comment penserait M. Kabila? M. Kabila est très bien. Tu sais là où M. Kabila vous amène le peuple congolais? Tu ne sais pas là où M. Kabila amène le peuple congolais? M. Kabila amène le peuple congolais devant les faits accomplis. Lesquels faits accomplis? Par la modification, par référendum de la Constitution. Pur et simple. Mais vous autres, les Congolais sont là à courir, à gesticuler, au lieu d'attaquer les choses. Réveillez-vous au peuple congolais et arrachez le pouvoir. Je ne vous existe pas à la violence, mais réfléchissez bien. Vous ne pouvez pas manger les omelettes sans casser l'œuf. Ça, je vous le dis, je vous le répète. Parce que là où M. Kabila amène le peuple congolais, c'est au référendum. Le grand frère
Pierre et le grand frère Paul Kagame l'a fait. Le grand frère l'a fait. L'instructeur, le mentor l'a fait. Le mentor l'a fait. N'oubliez pas que M. Kabila est M. Kagame est le mentor de Joseph Kabila. N'oubliez pas ça. Il est le mentor. Tout ce qui se passe, c'est sous le commandement et la direction du président Kagame. Alors vous allez me dire que Kagame a réussi le référendum et le petit frère ne va pas le faire? Vous allez me dire ça? Mais dormez bien. Dormez bien. Vous serez surpris. Encore une fois, vous allez commencer. Il a modifié le... Il va le faire. Il va le faire. Je vous le dis. Si vous ne continuez pas à dormir, si les Congolais, mes chers Congolais, ne continuent pas à dormir, un beau matin, ils vont se réveiller avec une nouvelle constitution qu'on leur soumet au référendum. C'est ce que je demande au peuple, aux oppositions en Afrique, de changer leur réflexion. Il faut qu'ils réfléchissent 4 fois vite. Les pouvoirs, les hommes, ils réfléchissent 1000 fois. Faster. Just like this. Alors que nous autres, nous sommes là à jouer au sentiment. Les autres ne jouent pas au sentiment. Alors, monsieur Kenao, hormis la solution de la révolution, quelle autre solution le Congo il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de solutions. Hein. Il y a beaucoup, je vais vous les donner si vous voulez. Bon, je commence par vous les donner. Vous savez, il y a la proposition Gandhi. C'est là que j'appelle proposition Gandhi. La proposition Gandhi, c'est très simple. Que les Congolais boycottent tout ce qui est de ceux-là qui soutiennent M. Kabila. Je m'en vais. C'est-à-dire que les Congolais disent qu'ils ne vendent plus, que toutes les compagnies, je dis bien, toutes les compagnies étrangères quittent le Congo. C'est un sacrifice. Vous n'allez pas mourir puisque vous ne mangez pas ces diamants et ces ors. Ça sort, vous ne voyez même pas là où ça va. Les Congolais ne savent même pas combien on vend par jour, par an. Mais vous leur dites, quittez. Oui, mais avec cette solution de Gandhi, il faudrait un Gandhi aussi. Il n'y a pas de Gandhi. Il y a un Gandhi, vous avez des opposants. Vous avez des opposants. Vous avez de sérieux opposants. Honoré peut faire l'affaire. Honoré peut faire l'affaire. Moïse. Monsieur Nore Nganda. Nganda peut faire l'affaire. Moïse, quoi qu'on dise, Moïse peut faire. Moïse Katumbi peut faire l'affaire. Quoi qu'on dise. Celui qui a mangé sous la main de M. Kabila. Il a mangé sous la main de M. Kabila, il est en train de se reconvertir. Vous êtes certain? Parce que beaucoup ne croient pas à sa reconversion. Tu sais, je vais te dire une chose. Il arrive des fois que les gens reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et que si on leur donnait une seconde chance, ils peuvent changer. Il arrive. Ils peuvent changer et surprendre même les gens. Mais, encore une fois, je vais vous dire qu'il y a cela. Quand je dis... Avant que j'ai discuté avec un Congolais, il voyait cette idée comme si ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que nous Africains, nous voulons ce qui est cuit. Dru, ce qui est sabri, c'est cuit, c'est prêt pour utiliser. Mais nous ne voulons pas préparer cela jusqu'à ce que ça soit cuit. Quand je dis cela, que le peuple congolais, vous allez me dire qu'il n'y a pas de Congolais qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, faire fonctionner ce pays sans l'extraction de ces minerais de gisement, de diamants, de l'or, de quoi que ce soit. On revient à la base. Je crois que c'est justement ce qui est dans la tête de tous les Congolais, que sans ces ressources, ils pensent que... Ils ne pourront rien faire. Voilà. Ils ne valent rien. Non. C'est une erreur, c'est ce que je dis. C'est qu'ils disent à toutes, c'est ce que je dis Gandhi, qu'ils disent à toutes ces compagnies-là, puisque les patrons de Kabila ne vivent que de cela. En fait, donc, vous voulez que les Congolais boycottent les c'est que ça commence comme ça, ils quittent. Ils quittent toutes les entreprises, comme Gandhi avait demandé à tous les Indiens de rapatrier vers les villages, de laisser la capitale. De rester la capitale, voilà. Donc, tout ce qui est ces histoires il faut un leader pour demander à ce peuple-là de le faire. Les Congolais, entre eux, s'ils sont sérieux, entre l'opposition congolaise, s'ils sont sérieux, ils vont trouver ce leader-là. Je dis, ce n'est pas question. Il y a des gens, il y a des leaders, mais c'est parce que les pays africains sont devenus des mangeoires, où vous allez mettre votre bouche, manger, vous mettez votre main. Vous oubliez que M. Kabila, toute tête qui sort se fait mettre en prison. C'est ça la peur, en fait. Je comprends.
Mais Non, je mais te dans les dis pays que- africains, c'est voilà, exactement je ce te qui se dis passe. je te dis que quelqu'un a dit qu'un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais sous le fait de l'ouragan, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Je vous dis que c'est ça notre mentalité, nous Africains. Nous pensons que, oh non, c'est pas faisable. Alors que si c'est le pouvoir c'est que c'est faisable. Puisqu'ils ne doutent pas. Nous sommes là à chercher la perfection avant de commencer les choses. Commencez-les, vous allez aboutir à la perfection. Donc, vous voulez dire que l'avantage du pouvoir, c'est que le pouvoir croit Crois qu'il va gagner. et Crois. et il gagne. Et il gagne. Nous, Et le peuple doute Et il perd. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que les Congolais, quand je dis ça, tu t'imagines si les Congolais commençaient par se rapatrier de Kinshasa, quelle serait la force de Kabila? Dis-moi. Affaibli. Affaibli. Et quand il les demande de revenir, les gens ne reviennent pas. Et les gens sont là en train plutôt de développer l'intérieur. Là où ils sont. Par l'agriculture. Par les petits commerces. Et vous pensez que les Congolais vont accepter? Parce qu'avec Voilà, c'est ce que je vous avec dis. Gandhi, ça a pris 40 ans. Vous savez. C'est ce que je vous dis. Est-ce que les Nous, Congolais vont Africains, accepter de faire 30 ans, nous, Africains, de donner encore 30 ans à Kabila? dis-moi, Bien sûr. non, entre nous. En faisant cela, il ne lui donne plus les 10 ans. Le gars se retrouve seul, isolé. Il se retrouve isolé. Disons que les gens sont repartis. Les gens de Kivu sont rentrés à Kivu, commencer leur petit jardin pour nourrir leur famille. Oubliez, je m'en fous de vos cell phones. Je m'en fous de vos ordinateurs. Je m'en fous de votre voiture. Quand les pompes d'essence, les stations d'essence ne vont plus vendre l'essence, où le revenu est descendu, le chiffre d'affaires est bas. Quand les magasins, les grosseries, les magasins ne vont plus vendre, vous croyez qu'ils ne vont pas se poser des questions? Mais justement, c'est parce que l'Africain, aussi bête qu'il est, parce que ce n'est pas faisable. Parce que ce n'est pas faisable. Les peuples ont fait cela. Certains peuples l'ont fait. Et nous pouvons le faire. Le peuple congolais peut le faire. Quand je parle du peuple congolais, l'exemple que je te donne, ces solutions que je donne ici, je les donne pour toute l'Afrique. Je vous dis, nous pouvons le faire, même si ça, c'est pourquoi j'ai dit, même si ça doit prendre 100 ans pour que nous libérions l'Afrique, il faut qu'on le fasse. À quoi bon de dire, oh, ça va prendre du temps, et on est toujours sous le joug. On souffre toujours. Vous ne voyez pas que quelque part nous ne sommes pas intelligents? Donc, autant mourir une fois, en fait. Autant mourir une fois de bon que de continuer par dire, oh, non. Ok, monsieur. Bon, la deuxième solution, alternative, ouais. elle, vous l'avez déjà pratiquée, les Congolais l'ont pratiquée, n'a pas marché, c'est de marcher. Marcher. Et si vous ne boycottez pas et vous marchez, ça ne donnera rien. Il faut marcher et boycotter. Il faut boycotter. Boycotter quoi? C'est-à-dire, quand je dis boycotter, ce n'est pas le gouvernement. Hein. Ça, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je parle des intérêts de ceux-là qui soutiennent le gouvernement. Quand le patron ne voit ses intérêts menacés, il va dire, ah, je dois changer de stratégie. Et là, il va se poser la question, pourquoi je perds maintenant? Il va se demander, il va dire, ah, c'est parce que ceux-là demandent quelque chose que je ne fais pas. Il va changer. Je te donne le cas des CEO dans ces pays développés, aux États-Unis ici. Quand vous êtes manager d'un store, d'un magasin, et que les consommateurs, les clients commencent par fuir le magasin, on vous remplace, purement et simplement. C'est ça la sanction. C'est ça le boycott. Vous prenez Target de Minneapolis, d'un quartier de Minneapolis. Si la clientèle commence par fuir ce store de Target, on remplace carrément et purement le directeur, le manager. Là, vous revenez à la même solution de Gandhi, où il faut Voilà. boycotter. Boycotter, Mais c'est la plus pacifique. Et l'autre, c'est la révolution et la vraie. La vraie. quand vous dites la vraie révolution, qu'est-ce que vous... Je vous dis toujours la vraie, c'est-à-dire que ce n'est pas une révolution teintée. La vraie. Qu'on sache ce qu'on veut. On veut qu'un Congolais, fils, Donc, en fait, vous voulez dire que le Congolais refuse toute aide pour lui permettre de faire la révolution. Voilà. Il le fasse de lui-même. de lui-même.
Et c'est ce que les Africains vont me dire. Oh non, c'est pas possible. Vous avez des forgerons qui fabriquent des fusils. Vous avez des ingénieurs congolais qui peuvent fabriquer des fusils qui vont porter à 500, 600 à 500 000 mètres. Vous comprenez? Si tout ce monde-là, vous avez des ingénieurs, les Congolais ont des ingénieurs électroniciens qui peuvent rentrer dans le système et détruire tout le système. Ils en ont. Pourquoi ne pas utiliser toutes ces connaissances, toutes ces têtes? Et on est là à dire que oh, c'est pas faisable. On se plaint pour qui? Vous croyez que le bon Dieu va descendre si on ne fait rien? Non. Utilisez vos manèges. Monsieur Yves Kenavo, vous avez suivi le dialogue de M. Kabila, ouais, avec tout ce que vous venez de dire, puisque vous dites que le pouvoir réfléchit aussi vite que la lumière, ouais, que la pensée de l'opposition. Ouais. Admettons que le gouvernement ou le pouvoir en place Ouais. a réfléchi comme vous venez de le dire. Et la conclusion de toute cette réflexion que vous venez de dire, c'est ce discours de M. Kabila. Comment vous le prenez à ce moment-là? Mais le discours de M. Kabila est clair. Moi, je l'ai résumé en un point. Je ne pars pas. Si vous voulez que je parte, venez m'enlever. En fait, c'est un défi. C'est un défi qu'il a lancé à toute l'opposition. Moi, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin à plusieurs reprises. C'est la partie là qui m'a intéressé. C'est là que j'ai dit qu'il est homme. C'est ça, un pouvoir. Je suis là. Si vous voulez ce pouvoir, venez l'arracher. J'y suis et j'y reste. Et je serai ici. C'est pourquoi il a dit au peuple congolais que là où on vous promet la mort, je vous promets vie. Et que ça ne passe pas. Il dit que le développement du Congo ne passe pas par les Nations Unies ou par les consulats ou les ambassades ou par la Chine. Vous comprenez? Il dit, je suis là. Si vous voulez ce pouvoir, je l'ai. Moi, je l'ai déjà. Venez l'arracher. Je ne vous le donnerai pas. Les Congolais pensent que le fait qu'il ait dit cette parole-là, qu'il a fâché les Occidentaux. Est-ce que c'est vrai? Vous pensez qu'il a fâché les Occidentaux? Non. Moi, je me suis dit qu'il a ridiculisé l'opposition. Puisque l'opposition africaine, les oppositions en Afrique courent de consulat en consulat, de chancellerie en chancellerie, à la recherche d'un soutien, d'une légitimité internationale. C'est là que je dis encore une fois, est-ce qu'on a besoin? C'est le peuple qui donne la légitimité ou bien c'est la communauté internationale qui donne la légitimité? Et il se rend compte que les opposants congolais cours de chancellerie en chancellerie, de consulat en consulat, de l'ONU, négociant, montrant, exposant leurs doléances, et il leur dit que ce n'est pas là que la légitimité, ce n'est pas de là que la légitimité vient. La légitimité vient du peuple congolais. C'est à Kinshasa que ça se passe. Et il retourne vers le peuple. Vous, peuple, si ces aventuriers-là viennent vous promettre la mort, moi, je vous promets la vie. Et que ça ne se passera pas tant que je suis président. C'est ce qu'il dit, en un mot. C'est un défi. Il a ridiculisé, moi j'ai dit qu'il a ridiculisé l'opposition congolaise, et c'est ça qui fait que l'opposition congolaise est furieuse. Parce que la dernière partie de ce discours-là est un défi. Et les Congolais et les Congolaises doivent relever ce défi-là pour lui prouver qu'il a tort. Comment? Par une révolution, et la vraie. Pas teinté. Pas teinté. Je vous dis que le pouvoir ne se donne pas. Mais alors, cette révolution-là, il faut préparer le peuple. Le peuple a... C'est le rôle de l'opposition. C'est le rôle des leaders politiques. Mais déjà, l'opposition est déjà divisée avec ceux qui veulent aller au dialogue avec M. Kabila et ceux qui ne veulent pas aller au dialogue avec M. Kabila. Alors, quelle voix, quel message le peuple aura à choisir? Le message mixte. C'est ça, je vous dis. Le parti au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir réfléchissent comme la lumière, à la vitesse de la lumière. Ils savent que en donnant de l'argent à un groupe, le groupe viendrait dire que nous voulons le dialogue pour sauver le peuple, pour sauver le pays. Et là, la confusion est semée dans la tête du reste du peuple. Donc, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Mais le peuple congolais doit comprendre que, comme la Bible l'a dit, qu'il y aura de faux prophètes, de nombreux faux prophètes. Et à l'heure actuelle, ces faux prophètes, c'est cette multitude de leaders politiques que nous avons.
D'autres sont là juste de nom. Pas de website, pas de référence, il n'y a rien. D'autres sont là pour juste dire qu'ils étaient des anciens dans la politique. Ils sont vieux dans la politique. Alors qu'ils sont là en train justement de bouffer l'argent de ce même gouvernement, de ce même Kabila. Alors, qu'est-ce que le peuple a rajouté? Parce que le peuple se retrouve donc, comme Alpha Blondy l'a dit, enfin, c'est pas Alpha Blondy, moi je dirais plutôt que le peuple se retrouve donc entre l'enclume et le marteau. Alors, comment faire une révolution avec un peuple qui se trouve entre le marteau et l'enclume? C'est là que les leaders politiques doivent être de sérieux leaders politiques. Et savoir ce qu'ils cherchent. Là, je te dis, le peuple congolais doit commencer à faire la distinction entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Les vrais de l'opposition et les faux de l'opposition. C'est ce que quand moi j'appelle prophète, je parle en parabole. Et pour vous, en tant qu'analyste, vous pensez que ceux qui sont pour le dialogue sont des faux et ceux qui sont contre le dialogue sont des vrais opposants? Jusque-là, rien n'est dégagé. Parce que vous allez trouver dedans, parmi ceux-là qui disent qu'ils sont contre le dialogue, les vrais types qui bouffent avec le régime. Mais ils sont là seulement pour faire croire à ceux-là ceux-là qui disent non à la révolution, qui sont avec eux. Mais en fait, dès l'instant que la réunion est finie, le gouvernement sait déjà ce qui s'est passé. Ça là aussi, ceux qui sont contre l'opposition, sont contre le dialogue, doivent faire un effort pour faire sortir de leur rang ces mauvaises graines. Mais ça trouble la population et puis le temps avance parce que nous sommes déjà au mois de décembre. Voilà, nous revenons toujours à ce point de réfléchir vite. Le pouvoir a déjà vu ça. Ça lui donne le temps d'arriver à l'inspiration de son mandat pour vous dire que non, il ne peut pas avoir un vide constitutionnel. L'État doit continuer par vivre. Et l'État doit être représenté par le président élu. Et qui est ce président élu? M. Kabila. Le président dit que c'est M. Tshisekedi, le président élu. Et ce M. Tshisekedi qui va aller négocier avec un président que lui-même il ne reconnaît pas. Vous voyez ça? En allant négocier avec Kabila, c'est qu'il reconnaît que Kabila est président, lui n'est pas élu. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que des fois, il ne faut pas commettre certaines choses. Oui, mais est-ce que le peuple congolais voit ça de cet angle, M. Kenao? Que quoi? Qu'il est le président élu? Tel que vous venez de faire votre analyse sur M. Tshisekedi. Qu'il est le président élu, oui, mais c'est un peu bizarre qu'il aille négocier avec... C'est le même cas qui s'est passé au Togo. Le gars dit qu'il ne reconnaît pas l'élection de l'autre. Mais il se retrouve à l'étranger en disant que lui, il est député. Tu es député de quoi? Tu dis que tu as gagné les élections, maintenant tu dis que tu es député. Comment un président élu peut devenir député? De lui-même, en fait. Comment ça? C'est ce cas. Le peuple reconnaît en toi que tu es leur élu. Joue ce rôle du début jusqu'à la fin, même si tu ne gagnes rien. Au moins, tu as ta fierté. Tu as ton honneur. C'est le message que vous enverrez à M. Tshisekedi. Voilà, c'est le message. Et là, demain, si tu retournes devant le peuple va te faire confiance. Mais tu vas dire, tu négocies avec quelqu'un qui dit qu'il est président. Et qu'est-ce que toi tu es? Le président élu, M. Tshisekedi, le président élu. Il négocie quoi? Ses partisans. Il négocie quoi? Il va pour la... Il est en train de négocier, d'après ses partisans, le départ en toute quiétude de M. Kabila. Comment? Le pouvoir ne se donne pas là. Ça s'arrache. Sankara l'a toujours dit. Ça s'arrache. Même en démocratie? Même en démocratie. Même en démocratie. Pourquoi le parti qui est au pouvoir en démocratie va dormir comme ça, venez prendre? Pourquoi il bat campagne? Si ça se donnait, il allait lui remettre sans élection. En démocratie, au lieu de se battre par les armes, ils se battent par les idées. C'est ça la différence. Mais ça ne se donne pas. Ça s'arrache toujours. Et c'est ce que les Africains doivent comprendre. Quand ils pensent que notre libération, la libération de l'Afrique va continuer, va arriver en se plaignant tous les jours, en ne voulant pas faire de sacrifices, on ne sera jamais libéré. Et c'est ce que je dis, ça concerne le peuple congolais aussi. Si le Congo congolais pense que sa libération viendra de l'extérieur, ça, qu'il dorme en paix, ça ne viendra jamais. Ok, M. Yves Kenao, à ce que j'ai compris, comme le peuple est entre le marteau et l'enclume, je me dis, ou on se dit, le peuple est
lâché à lui-même. Il est lâché à lui-même. Alors, est-ce que ce peuple a-t-il des atouts? Il a des atouts, sa volonté. Lesquels? Sa volonté de se libérer. Je vous dis, c'est le tout premier atout et le seul qui puisse le libérer, sa volonté, sa détermination. Le mindset du peuple. Est-ce que ce peuple au pays peut espérer au soutien de la diaspora? Tu sais, moi, généralement, je ne crois pas à ces histoires de la diaspora parce que ce sont des gens qui s'occupent trop d'eux-mêmes plutôt que du peuple. Je m'explique. Ils sont à l'étranger, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Concrètement. Ils envoient des informations, C'est tout. ils disent certaines vérités à la population, C'est ce tout. qui se passe. Et le Et même type, il leur demande à la population de se lever, de tenir sa destinée en main. je demanderai à cette diaspora de descendre. Pour se faire arrêter? Oh, monsieur le journaliste. Non. Monsieur le journaliste, entre nous. C'est la réflexion. Monsieur le journaliste, entre nous. Oui, allez-y. Vous savez ce que j'ai l'habitude de dire? Quand je vais seul, on va m'arrêter. Quand vous allez seul? Quand je vais seul, c'est sûr. Quand vous allez à deux? Quand vous allez à 10, 15, 20, leur faisant savoir que vous arrivez, ils vont venir arrêter tout le monde. À toi, ce qu'ils ont fait avec le groupe Y en a marre du Sénégal, avec même le Messie. Je vous dis que quand ils feront ça, ils auront signé leur arrêt de mort. Je vous dis. Ils auraient signé leur arrêt de mort. Vous savez, C'est parce que nous faisons les choses tellement individuelles qu'on paie le prix. On fait trop les choses individuellement. C'est pour ça qu'on perd les prix. On paie le prix parce qu'on le fait individuellement et c'est l'orgueil de l'Africain. Je vais te donner un exemple. Vous voyez la Corée du Nord? En 2010, 2009, 2010, il y avait une tension énorme entre les États-Unis et la Corée du Nord. oui. Et la Corée et les États-Unis avaient décidé même d'attaquer la Corée du Nord. Vous savez ce que le peuple coréen a fait? Le peuple coréen a décidé d'entourer son leader. C'est que tout le monde est sorti, toute la pollution est sortie. Le leader est au milieu. Comment on peut bombarder ce leader? Personne. Vous ne pouvez pas le toucher. Et le Somalien général Haïdit l'a fait. Il se fait entourer de toute la population. Venez bombarder. Si vous avez une conscience. Mais s'il sortait lui seul, c'est fini. Mais nous sommes tellement individuels et que quand on perd le prix, on pense que ce n'est pas faisable. C'est une idée que j'ai encore avancée pour l'Afrique, pour les Africains, pour les oppositions en Afrique. Descendez en groupe, pas en groupe de 5, c'est rien. 5. Vous sortez, c'est comme si c'est un parti politique qui descendait. Si vous voulez, vous prenez tout l'avion. Il ne peut pas abattre l'avion. Quand vous sautez en groupe. Et arrivé sur place, ils prennent 2 ou 3 qu'ils emprisonnent. Et vous êtes là. Oui. Vous mettez de l'énergie dans la population. Et c'est là que la révolution va commencer. Puisque vous-même, vous êtes là-bas. Et le peuple dit, si ceux-là ont pris le risque pour prendre l'avion, pour venir se mettre devant, pourquoi nous qui sommes ici, dans la souffrance, qu'est-ce que nous attendons? Et c'est là que le peuple va suivre. C'est là que les choses vont commencer par bouillir. Et l'irréparable, jusqu'à ce que le pouvoir, puisque le pouvoir ne s'est pas préparé sur ça, jusqu'à ce que le pouvoir ne se rende compte. Oh. Malheureusement, M. Yves Kanaou, je pense que le Congolais n'est pas capable de... Ce n'est pas le Congolais seul, l'Africain. Ce n'est pas le Congolais seul, c'est l'Africain. Il est tellement peureux. C'est le seul continent en Afrique qui ne s'est pas encore... dans le monde, qui ne s'est pas encore libéré. L'Asie s'est libérée. Est-ce que l'Afrique, c'est à cause de l'histoire de l'esclavage que cette peur est ancrée? Non, c'est la nature même de l'Africain. C'est la nature même de l'Africain. Historiquement et sociologiquement, ça s'explique. Historiquement, l'Africain, sociologiquement, l'Africain ne se révolte pas contre son chef. C'est ce que vous n'avez pas compris. Sociologiquement. Dans quel monde, dans quelle partie du monde on appelle les gens grands frères? On ne l'appelle pas les gens par leur nom. Si ce n'est qu'en Afrique. C'est un respect.
C'est un signe de respect. Que vous ne devez pas désobéir à celui qui a vu le jour avant vous. Donc, le citoyen ne se révolte jamais contre son chef. Mais c'est la culture extérieure qui est venue nous mettre. C'est cette peur-là de ne pas se soulever contre le chef, contre le supérieur. Nous avons. Le peuple japonais aussi là. Le japonais ne se révolte jamais contre le supérieur. Jamais. Vous voyez? Mais bizarrement, on nous fait croire comme quoi nous avons les guerres, nous nous révoltons partout. Il n'y a jamais eu de révolte en Afrique. Sociologiquement, ceux qui veulent être honnêtes vont vous le dire. Monsieur Yves Quenon, est-ce que vraiment votre souci, c'est de voir le Congo se libérer? Se libérer? Oui. Mon souci, mon rêve, c'est de voir le Congo se libérer. Parce que, écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, quand j'étais encore enfant à Lomé, nos grands-parents, nos grands frères, nos papas jouaient des tourne-disques. Et on appelait Kongouba, c'est-à-dire que le disque congolais. C'est-à-dire que la musique congolaise. C'est là qu'on attendait Tcha-Tcha-Tcha, l'indépendance, Tcha-Tcha-Tcha, c'est là qu'on entendait Chéri Bodowe, tout ça là, Bolingo. Bon, moi j'ai eu certains mots Lingala sans même aller à Congo-Kinshasa. Ça faisait la fierté de toute l'Afrique. Et le Congo a colonisé l'Afrique musicalement parlant. Il n'a pas versé son diamant à travers l'Afrique, il n'a pas versé son or à travers l'Afrique, mais musicalement, le Congo a colonisé l'Afrique. Et ça fait une fierté. Il n'y a pas de honte de dire cela. Mais ce qui reste maintenant, c'est que les Congolais essaient maintenant d'expartier, de diviser, de partager leurs richesses avec le reste du continent africain pour le développement de l'Afrique. Parce que le Congo à lui seul peut nourrir l'Afrique en tout. La terre, elle est riche, très fertile. Et il y a tout. Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le diamant pour nos ordinateurs, pour nos bombes, pour notre armée, pour tout. Il y a au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Est-ce que, M. Yves Quenon, pensez-vous que ceux qui ont mis M. Kabila au pouvoir, est-ce que voudrait-il d'une révolution, d'un bain de sang? Vous parlez de révolution. Posez-vous la question s'ils veulent même que Kabila quitte. Oui, par exemple. Est-ce qu'ils veulent que Kabila quitte? Ils ne veulent pas. Écoutez, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs. Non, parce que la population, le peuple congolais croit en ce que c'est que John Kerry est venu dire, croit en ce que M. François Hollande a signifié à M. Kabila de ne pas changer la Constitution, ce qui veut dire pour le peuple congolais que ne pas changer la Constitution veut dire que tu pars. Est-ce que c'est une bonne réflexion? C'est bien réfléchi. Voilà, monsieur le journaliste, je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à ta question et en m'adressant à nos chers téléspectateurs que les Africains doivent commencer par comprendre que l'Occident, lorsqu'un président de l'Occident arrive, il essaie d'obtenir quelque chose en Afrique. N'oubliez pas que chaque fois qu'un président donne l'indépendance à un pays ou libère une partie de ce pays, il est le propriétaire de ce pays. Ce pays devient sa propriété privée et il a des primes, des commissions sur ce pays jusqu'à la fin de l'existence même de ce pays. Donc cela voudrait dire quoi? Si aujourd'hui, M. Kabila est au pouvoir, ceux qui l'ont mis au pouvoir ne vont jamais le lâcher. S'il quitte maintenant, ils ont perdu leur propriété. Vous faites allusion à... Qui a mis Kabila au pouvoir? Quand le papa, quand Désiré a pris le pouvoir, c'était le Clinton. Si vous avez remarqué, quand la secrétaire Clinton était à Kinshasa, elle a fait une déclaration qui a énervé les Congolais. Exactement, oui. Vous ne vous êtes pas posé, les Congolais ne se sont pas posé la question. Pourquoi? C'est leur propriété. Ils ont des primes sur ça.
sur le Congo. C'est leur propriété. C'est comme le Congo, le roi belge. Jusqu'à aujourd'hui, le roi belge, sa famille a des primes sur le Congo. C'est comme le Soudan. Le président qui a donné l'indépendance au Soudan du Sud ou au Soudan du Nord a des primes sur ce pays jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de l'existence de ce pays. C'est comme ça, c'est business. Donc, me dire que ceux-là vont demander à Kabila de quitter, vous l'aurez, monsieur le journaliste. Vous allez attendre. Le peuple congolais, c'est leur ou... Vous-même, vous l'aurez, le peuple congolais, c'est leur. Vous allez attendre 100 ans. Ou demander au bon Dieu d'arracher la barbe de Kabila. Comme ça, vous allez avoir le pouvoir. Voilà, si vous avez d'autres. Est-ce que c'est pas une manière de décourager le peuple congolais Généralement, à abandonner les la lutte? oppositions en Afrique ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils sont comme des jeunes filles ou des femmes qui veulent toujours qu'on leur dise ce qu'elles veulent entendre. Non, moi je ne suis pas de ce genre. Je vous dis ce que je pense peut vous faire du mal, mais vous arranger demain. C'est-à-dire que s'ils attendent que ceux-là vont lâcher Kabila en 2015, oh non, vous leurrez, vous allez demeurer là éternellement, à rêver, jusqu'à ce que vous ratiez le train de 17h. Ça veut dire que M. Obama n'aura rien des dividendes du Congo alors, Okay. M. Obama. Si M. Obama arrive à chasser Kabila, là, les Clinton ont perdu. Et vous croyez que les Clinton vont le laisser faire? Non. Entre nous, vous allez attaquer cette machine-là. Ouais. Oh, mais on n'affronte pas un train de 800 tonnes. Non? Même le peuple, dans sa révolution non teintée, ne peut pas changer les choses. C'est ce que je dis. À moins que le peuple décide de prendre son destinée en main. Sa destinée en main. Et vous pensez que le peuple, prendre sa destinée en main. vous pensez que Et le peuple congolais n'est pas assez conscient de cela, en fait? il n'est pas courageux, c'est tout. Il est conscient, mais il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. Qu'est-ce qu'il faut C'est pour pas, avoir c'est ce- pas, qu'est-ce qu'il faut seulement pour le avoir peuple, ce courage? c'est pas seulement le peuple congolais, mais le peuple africain n'est pas courageux. C'est tout. Je regrette de le dire, mais c'est pas courageux. Merci bien, chers On n'a téléspectateurs. pas fini, mais monsieur. Ah, si le temps Attends, s'est écoulé. Voilà. Non. Merci. Ok. Encore un mot? Non, oui. Encore un mot. On n'a même pas fini. Il y avait Non, une le temps proposition s'est aussi. écoulé. Nous avions 1 heure. La technique déjà signale déjà que... Voilà. Je pense que la technique va nous accorder quelques secondes. Voilà. Je vais te dire une chose. Vous voyez, aujourd'hui, la Libye, il y a Benghazi, il y a le reste de la Libye. Monsieur Obama et M. Sarkozy se sont fait les propriétaires de la Libye. Leurs familles vont percevoir des dividendes sur ce pays-là pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, on est en train de parler du Nord Est-ce que Mali. vous attestez ce que vous dites là? Oui, oh non. Allez demander tous les historiens, allez demander tous les politiciens, ils vont vous dire s'ils sont honnêtes. Allez-y, s'ils sont honnêtes. Le nord du Mali, si aujourd'hui le nord du Mali se séparait, dites-vous, Obama aura une partie. C'est pour ça que Hollande, puisque c'est commencé par Sarkozy, cette partie, Sarkozy allait garder le Grand Mali et Obama allait prendre le Nord Mali. Comme Hollande n'était pas part de ce traité, c'est pourquoi il s'y oppose. Si Sarkozy était là, le Mali serait déjà en deux. Ça, on parlerait même de 2 États indépendants. Puisque plus les États sont indépendants, la dividende est rapide. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Et chaque fois, on va trouver, et on nous trouve entre nous, nous disons que non, historique, ça c'est nous, ça. C'est ça qui commence. Le peuple congolais n'est pas courageux. Et si le peuple congolais, Donc, si le peuple congolais allait carrément, comme dans leur rêve, demander aux Occidentaux ou à l'Amérique de offrir ces bons offices, quelle serait la condition? Entre nous, vous croyez que si on n'a jamais demandé à l'Occident d'offrir des médiations, des offices, Non. Ils viennent. Le candidat vient pour offrir je vais te dire que si ces bons offices. Si ça les arrangeait, Ouais. eux-mêmes ils le font. Aucun pays africain n'a demandé venez faire ceci. C'est eux qui, si ça les intéresse, ils viennent à vous.
avec des propositions, des projets. Ils appellent ça des projets. C'est que ça ne les arrange pas, monsieur le journaliste. Et puis, j'allais dire qu'il y a des vérités que nous devons quand même dire, même si aujourd'hui ça n'arrange pas, ou bien ce n'est pas ce qu'on attendait. Je vais te dire une chose. D'après mes recherches, la diaspora africaine, la diaspora congolaise a travaillé énorme, a fait un travail de fond. Mais tu sais ce qui s'est passé? Allez-y. Cette opposition, que ce soit les combattants, que ce soit les résistants, à ce niveau sont devenus un. Vous voyez, ils ont trouvé que le combat, c'est d'abord le départ de Kabila. Mais qu'est-ce qui se passe? Que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ils se sont heurtés à ce non catégorique des Occidentaux de voir partir Kabila, de voir changer les choses. Et beaucoup se sont posé la question, pourquoi? Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les antennes. Quand on va quitter hors antenne, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Et c'est ça. Les gens ont fait. Les gens ont été dans les consulats. Et ce n'est pas pour rien que M. Kabila dit que ce n'est pas à l'ONU ou des choses. Donc, ils ont fait un travail, ils se sont battus, ils ont cogné à des portes pour faire comprendre à l'Occident, pour répondre donc à votre question, que c'est le moment pour eux d'aider le peuple congolais, de faire ceci ou de faire cela. Mais à toute cette bonne volonté, s'est heurtée à des oreilles, à des sourds-muets. Ils ont fait la sourde oreille, en fait. Faire la sourde oreille. Et si quelqu'un de l'Occident, de l'Europe ou des États-Unis veut prendre ce dossier en main, il est cassé. Les tout premiers qui ont essayé de le faire ont eu de sérieux problèmes dans leur pays et l'ont abandonné. Et le reste ne le fait pas. Alors c'est pour vous dire que c'est seul la révolution, la vraie, non la teintée, peut résoudre le problème. En dehors de cela, il y a une autre proposition que je vais envoyer. Et ça, c'est pour surtout le Congo, Kinshasa. C'est un pays grand. Et généralement, quand vous allez à une négociation, élevez votre barre très haut. Je demande à l'opposition congolaise, voilà, je suis en train de dévoiler le secret, mais je vais le faire pour le bien-être du peuple congolais. Je demande au peuple congolais de prendre le taureau par les armes et par les cornes et de proposer à M. Kabila, vous quittez ou nous proclamons l'autonomie et l'indépendance totale des autres régions de Congo et Kinshasa. Nous vous laissons Kinshasa seul à vous. Vous verrez. Si vous le faites effectivement, Kabila se retrouvera seul. Puisque Kinshasa, lui-même, Kinshasa n'a rien. Tout vient des autres régions. C'est vous, opposants, de ceux opposants, pas des fakes. Vous occupez et vous tenez, vous êtes au service de votre peuple. Vous nourrissez les peuples de ces régions-là. Kabila se retrouvera seul, affaibli. Et vous aurez gagné. L'Occident va courir derrière vous. Et l'Occident, ne voulant pas perdre, va le faire quitter. Mais c'est ça, c'est une idée que les Congolais appellent ça balkaniser le pays et ils ne voudront pas faire ça. Alors, il faut qu'ils le fassent parce que tôt ou tard, cette balkanisation que vous refusez va arriver. Et quand elle va arriver, vous n'aurez pas votre mot dedans. Aujourd'hui, si vous-même vous la proposez, sachant que ce n'est pas elle que vous voulez, que c'est le pouvoir que vous chassez, vous avez votre mot à dire. Ils vont venir négocier avec vous. Si vous ne voulez plus de la balkanisation, alors faites quitter de gars-là. Et les Congolais prennent la présidence. C'est très simple. C'est-à-dire que ne montrez pas l'adversaire là où vous voulez le taper.
Demandez-lui, je vais taper je vais vous donner un coup à la mâchoire. Il va protéger la mâchoire et vous lui donnez un coup au bas-ventre. Ou vous lui dites, je vous donne le coup au bas-ventre. Il protège le bas-ventre, il libère la face. Bam! Je sens, M. Kenago, vous êtes assez un peu hostile à M. Kabila, j'ai l'impression. Non, j'ai rien contre lui. Ou les dictateurs. Non, j'ai rien contre eux. Mais je veux montrer à l'opposition de sortir de son champ d'action habituel. C'est ça que je veux montrer à l'opposition. Vous pensez qu'il y a une opposition au Congo? Il n'y a jamais eu d'opposition en Afrique. Alors pourquoi est-ce que vous vous adressez à l'opposition? On les appelle comme ça, ils se sont appelés opposition. Vous voulez que je les appelle comment? Pour que demain ils viennent me dire que je les ai diminués. Vous ne savez pas qu'en Afrique, quand vous dites que vous êtes opposant, c'est comme si c'est un grade. Vous ne savez pas? C'est comme si c'est un grade. Juste pour tromper le peuple. Pour faire bonne impression. Voilà, pour faire bonne impression. Mais si je vous dis que la plupart d'eux à la nuit, ils sont chez Kabila, vous allez croire? Ah ben si, il y en a. Il y en a bien. Peu, seuls peu sont de vrais opposants à travers l'Afrique. Donc c'est pour vous dire que si l'opposition congolaise veut, c'est comme ça. Qu'est-ce que doit faire un opposant pour être fort dans une jungle des personnes qui se disent opposants mais qui mangent à la mangeoire de pouvoir? Voilà. Quelle attitude doivent-ils avoir? Celui-là qui va s'émerger de cette mangeoire et de cette vache-là qui est grasse et que tout le monde vient pour prendre de lait là. C'est celui-là qui peut convaincre les États-Unis. Comment? Et l'Angleterre. En faisant si quoi? Vous me mettez là, je vais descendre, je vais faire de Congo-Kinshasa l'anglais la langue officielle. Je ferai l'anglais de la langue officielle du Congo-Kinshasa. C'est cette personne-là qui va gagner séduire. Qui va séduire. D'accord, chers téléspectateurs, vous venez de suivre M. Yves Kenaou, analyste et consultant. Beaucoup de choses qu'il a dites ce soir pourraient choquer certaines personnes, mais dans son fort intérieur, il vous dit qu'il ne dit que la vérité et certaines réalités que vous, Congolais, semblez oublier. Alors, M. Yves Kenaou, j'espère qu'il y aura une deuxième partie. Oui, mais avant de continuer, je voudrais simplement dire au peuple congolais de ne pas s'entendre, de ne pas s'attendre toujours que l'on lui dise ce qu'il veut entendre. En parlant de l'autonomie et de l'indépendance des régions de Congo, je sais de quoi je parle. C'est une vision que j'ai eue. Que tôt ou tard, cette balkanisation aura lieu sans le mot des Congolais. Et que si les Congolais la proposent eux-mêmes aujourd'hui, ils ont leur mot à dire dedans. Vaut mieux avoir leur mot dedans que jamais. C'est pour ça, même s'ils sont blessés, qu'ils le prennent comme ça. D'accord, c'est le mot de la fin de M. Yves Kenaou. Chers téléspectateurs, nous espérons avoir une deuxième partie de cette entrevue avec M. Yves Kenaou sur le Congo démocratique. Et par la même occasion, s'il y a certaines personnes qui trouvent à dire mieux que M. Yves Kenaou, eh bien, vous aurez le numéro de téléphone de Tempo Africa. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment ou apposer vos commentaires dans le site tempoafricatv.com. Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bonne soirée, bonne nuit, et à très bientôt. Merci à vous, Malik.